La guerre des sexes. On a tous cette expression en tête, n'est-ce pas? Souvent, on l'utilise pour plaisanter. Sauf que, au XXIe siècle, l'ambiance a un peu changé. C'est devenu beaucoup plus sérieux. On n'est plus dans une comédie de boulevard, mais face à une réalité, oui, assez complexe. Allez, on plonge dedans pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pour bien saisir le changement, faisons un petit retour en arrière. Dans les années 70 ou 80, la guerre des sexes, c'était du badinage, de la taquinerie, presque un jeu. Aujourd'hui, les sources qu'on a analysées nous peignent un tableau très différent. On parle d'une véritable polarisation, affective, sociale, culturelle. Le fossé se creuse vraiment et le ton n'est plus à la rigolade. Alors, comment est-ce qu'on est passé de la petite pique sympa à une fracture aussi profonde? C'est la première chose qu'on va décortiquer. Et attention, ce n'est pas juste une impression. C'est une division sociale et affective bien réelle. Et elle frappe surtout les plus jeunes. En fait, ça redéfinit carrément les règles du jeu amoureux pour toute une génération. Et le meilleur endroit pour observer ce phénomène, c'est sur le terrain des rencontres. Un terrain qui ressemble de plus en plus à un immense supermarché de l'amour. Tenez, un chiffre tout simple, mais qui dit tout. Sur la plupart des applications de rencontres, le ratio typique, c'est 3 hommes pour une femme. Un tel déséquilibre, forcément, ça change complètement les règles du jeu et ça crée d'énormes frustrations. Le problème, c'est que ce déséquilibre n'est pas juste mathématique. Il crée une sorte de mirage psychologique. Les hommes, en voyant le comportement des femmes en ligne, qui sont bombardées de messages, peuvent finir par croire que c'est comme ça qu'elles sont dans la vraie vie. Mais les sources sont claires, c'est une conclusion complètement fausse. En fait, c'est un peu comme si le vocabulaire du marketing avait tout envahi. On parle d'ultra-personnalisation, on a peur du produit défectueux, et l'autre devient une expérience à consommer. On swipe, on optimise, toujours avec cette petite voix dans la tête qui nous dit qu'on pourrait trouver mieux. Le fameux FOMO, la peur de rater quelque chose. Alors, la grande question, c'est est-ce que c'est la faute des applis? Sont-elles la cause de tout ça? Ou bien ne sont-elles que la partie visible de l'iceberg, le symptôme d'un mal beaucoup plus profond? Pour répondre, il faut creuser, aller au-delà des applis. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les sources pointent vers des racines qu'on ne voit pas au premier abord, des racines économiques et plus précisément l'onde de choc de la crise de 2008. Alors, comment ça s'enchaîne? En gros, c'est simple. D'abord, la crise de 2008. Ça a créé une énorme perte de confiance dans l'avenir. Suite à ça, on observe une chute de ce que les sociologues appellent l'agentilité. On va y revenir. Et le résultat de tout ça aujourd'hui, la création de bulles genrées et une montée du ressentiment. Justement, l'agentilité, qu'est-ce que c'est? C'est un concept clé. Ça désigne tout simplement le sentiment d'être le pilote de sa propre vie, la capacité de se dire « je suis maître de mon destin ». Et c'est précisément ce sentiment-là qui a pris un coup énorme après 2008. Alors, face à cette impression de perte de contrôle, comment les hommes ont-ils réagi? On voit émerger ce que les analystes appellent une masculinité de réaction. Et cette réaction prend 2 formes principales. D'un côté, on a ce qu'on appelle la masculinité de défection. C'est le repli sur soi, une sorte de « à quoi bon ?» Le raisonnement, c'est un peu « pourquoi je ferais des efforts si ça ne mène à rien ?» Et de l'autre côté, on a la masculinité de réaction. Là, c'est plus actif. C'est une tentative de restaurer une image idéalisée de l'homme, souvent en se construisant contre les femmes. Mais il faut nuancer. Le psychologue Maxence Karsana propose une lecture intéressante. Pour lui, ce masculinisme n'est pas forcément que de la haine. Ce serait parfois une forme de romantisme qui a mal tourné. L'image qu'il utilise, c'est celle de l'amoureux déçu. Un homme sensible qui, face à la douleur, construit des murs pour se protéger. Et ça nous amène à un autre mécanisme de défense qui concerne tout le monde cette fois, hommes et femmes. C'est quand l'identité devient une sorte de jeu de rôle, quand le fantasme commence à prendre plus de place que la réalité. Il y a un mot pour ça, un mot un peu ancien mais qui colle parfaitement, l'enromancement. C'est un terme de l'historien Michel Pastoureau. À l'origine, ça décrivait les chevaliers du Moyen-Âge qui, quand il n'y avait pas de guerre à faire, se mettaient à imiter les héros des romans. Eh bien aujourd'hui, c'est un peu la même chose, mais à l'échelle de toute la société. Et concrètement, ça donne quoi? Chez certains hommes, on va voir un retour en force de l'imagerie du viking ou du guerrier romain. Chez certaines femmes, c'est la réappropriation des figures de l'Amazone ou de la sorcière. Dans les 2 cas, ce sont des identités très fortes qui viennent en fait compenser un sentiment d'impuissance dans la vie réelle. Et voilà, on boucle la boucle. Ce grand jeu de rôle, ce n'est rien d'autre qu'un énorme mécanisme de compensation. Une façon de répondre à cette fameuse perte d'agentilité dont on parlait. C'est une manière de reprendre le contrôle, de se sentir puissant, même si c'est dans un monde imaginaire. Ok, on a le diagnostic. Mais maintenant, quelles sont les conséquences de tout ça pour la société? Et surtout, y a-t-il une issue? Voyons un peu ce que l'avenir pourrait nous réserver.
Et les conséquences, elles ne sont pas théoriques, elles sont déjà là, dans les chiffres. Prenez la France, par exemple. En à peine 10 ans, le nombre d'enfants que les femmes de moins de 30 ans souhaitent avoir est passé de 2,5 à 1,9. C'est une chute énorme et c'est une conséquence directe de ces nouvelles dynamiques. Et ça ne s'arrête pas là. Moins de couples, donc moins de naissances. Une compétition sexuelle permanente qui épuise tout le monde. Une culture de la performance qui s'immisce même dans l'intimité. Et les projections font un peu froid dans le dos. Une étude américaine estime que d'ici 2030, près de la moitié des femmes entre 25 et 44 ans pourraient être célibataires et sans enfants. Alors, comment on avance ? Une piste qui ressort, c'est de bien faire la différence entre deux choses. D'un côté, la masculinité, une construction sociale qui change tout le temps et qui, on le voit, est en crise. Et de l'autre, la virilité. Mais attention, pas la virilité au sens de domination, non. La virilité vue comme une force morale, le courage, le sens des responsabilités, la capacité à agir. Et ça nous mène à une idée vraiment centrale. On a cette tendance à vouloir être parfait avant de rencontrer l'autre. Mais ce que les sources nous rappellent, c'est que ça ne marche pas comme ça. On ne se découvre jamais seul dans son coin. On se découvre dans le rapport à l'autre, dans la rencontre, et oui, même dans la confrontation. C'est dans la relation, avec tous ses défauts, qu'on grandit. Ce qui nous laisse sur une dernière question, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Dans notre monde obsédé par la performance, par le produit zéro défaut, est-ce qu'on est encore capable de réapprendre à aimer l'imperfection ? L'imperfection de l'autre, bien sûr, mais aussi et surtout la nôtre.